Alors, sans plus tarder, on va commencer. Alors, merci à vous tous d'être ici aujourd'hui pour ce quatrième webinaire d'une série de 5 de l'EQPF qui s'intitule «L'EQPF s'invite chez vous». Mon nom est Simon Will et je vais être votre animateur pour la journée. Donc, le titre aujourd'hui est relativement populaire, c'est le décaissement. Donc, le titre précis, c'est « Comment décaisser au bon moment pour en profiter longtemps ». C'est présenté par Sucy Galvez, planificatrice financière. Avant de se joindre à Sucy Galvez, on va prendre une minute avec Rose-Marie Charret qui va nous parler des différentes émotions qui sont générées justement là, par cette étape de vie et par le décaissement. Donc, sans plus tarder, je vous présente Madame Rose-Marie Charret. Madame Charret, vous êtes là. Juste activer votre micro et la caméra. Désolée. Bonjour. Ça me fait plaisir d'être là avec vous pour parler de tout ce que ça peut entraîner en une minute, mais au moins que vous sensibilisez au fait qu'il y a des émotions importantes qui sont reliées à l'argent de toute façon, mais au fait de prendre des décisions. Si vous êtes pour parler de décaisser, vous êtes sûrement en train de réfléchir aux choix à faire. C'est quoi notre processus de choix? Premièrement, on pense toujours qu'il y a juste l'aspect intellectuel. Oui, il y a l'aspect intellectuel, mais ce n'est pas le seul. On a besoin d'informations, de connaissances pour choisir. Mais aussi, on a des émotions, c'est très affectif. Faire des choix, ça veut dire faire des deuils. Si je prends X, ça veut dire que je ne prends pas Y. Si je prends X maintenant, ça veut dire que je ne le prends pas plus tard. Alors, on sait que les gens heureux sont justement ces gens-là qui sont capables de faire des petits deuils, de dire « moi, ça, je peux laisser tomber ça parce que ça, c'est vraiment une priorité pour moi. » Donc, se connaître, établir ses priorités, faire attention à la pression des autres parce que souvent, on pense beaucoup aux autres, c'est très généreux, mais il y a une façon de penser aux autres qui les prive de leur autonomie. Il y a une façon de penser à soi qui fait du bien aux autres. Parce que souvenez-vous que vos conjoints, vos enfants, vos amis, tout le monde autour de vous, ils trouvent ça plus agréable quand vous n'êtes pas stressé. Donc, ne pas se mettre dans des situations stressantes, ne pas faire des choix qui vont entraîner plus de stress que de plaisir. Se choisir demeure quelque chose d'important parce que se choisir, c'est faire en sorte qu'on maintienne notre bien-être physique aussi, psychologique et aussi notre capacité d'entretenir des bonnes relations avec les autres, notre capacité de vivre longtemps et heureux. Prenez soin de vous avec votre argent aussi. Bonne formation. Merci beaucoup, Madame Charest. C'est fort intéressant d'en savoir un petit peu plus sur notre processus de choix, notre processus décisionnel. Donc, je vous remercie pour ça. Maintenant, sans plus tarder, on va rejoindre Sucy Galvez. Sucy Galvez va nous entretenir sur le décaissement. Donc, si vous vous posez la question, est-ce que je devrais décaisser en premier de mon CELI ou bien peut-être de mon REER ou de mon CRI ou bien de mon compte non enregistré? Eh bien, voici la réponse avec Sucy Galvez. Merci beaucoup, Simon. Je vais partager mon écran. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Sucy Galvez. Comme je dis toujours, avec souci, pas des soucis. Aujourd'hui, dans cette nouvelle capsule de l'EQPF, on va parler sur les décaissements. Mon objectif est vraiment de vous donner de l'information, mais surtout, de vous amener des pistes de réflexion pour vous éclairer pour faire les choix au niveau du décaissement. Alors, allons-y. Alors, qu'est-ce que c'est la période de décaissement? Quand ça commence? C'est quoi les stratégies? Est-ce qu'il y a une stratégie unique? Alors, vous voyez, il y en a plusieurs questions. Alors, pour bien comprendre la période de décaissement, celui-là, il commence lorsque vous tombez à la retraite. C'est-à-dire, on a eu toute la période d'accumulation dans laquelle on fait les épargnes pendant notre vie active, c'est-à-dire la vie pendant qu'on travaille. Mais tout de suite après, lorsqu'on tombe à la retraite,
on doit commencer à retirer des sommes d'argent de l'argent qui était accumulé justement pour continuer à vivre et garder notre qualité de vie. Alors, c'est ça qui est la période de décaissement. Mais lorsqu'on se pose la question, y a-t-il une stratégie unique? Moi, je vous dirais que non. La réponse est non. Chaque situation, chaque personne, il y a une situation particulière, chaque famille a également des caractéristiques. Donc, il n'y a pas vraiment une recette magique qui va fitter à tout le monde pareil. Alors, allons-y voir. Une autre chose importante à mentionner ici, c'est que les stratégies de décaissement, il va vraiment dépendre de plusieurs variables, comme par exemple votre situation matrimoniale, les montants d'argent que vous avez accumulés. Ça va dépendre également si vous avez comme objectif de laisser certaines sommes à vos héritiers. Alors, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas vraiment une stratégie unique. Tout dépend vraiment de votre situation particulière. Maintenant, la première question que vous devez vous poser, c'est quels sont les risques à considérer lorsque vous serez en période de décaissement? Alors, moi, j'aimerais vous dire qu'il y en a 3 principaux. Donc, on va parler des risques de longévité. Et ici, la question à se poser, c'est est-ce que je vais avoir assez d'argent pour le reste de mes jours et je vais pouvoir garder les mêmes niveaux de vie? Au niveau de l'inflation, la question à se poser, c'est est-ce que je vais encore avoir assez d'argent ou assez de capital qui va me permettre de garder les mêmes pouvoirs d'achat que j'en avais? Puis finalement, il y a également les risques de fluctuations du marché. On vient de les vivre justement avec la COVID. Donc, lorsque les marchés sont montés et ça descend, il faudrait aussi se poser, est-ce que c'est le bon moment de retirer ces sommes d'argent? Donc, allons-y voir ça d'un peu plus près. Parlons sur la longévité. La longévité, c'est vraiment le risque de survivre à ses séparés. Qu'est-ce que vous voyez ici à l'écran? Ce sont la probabilité que l'IQPF va utiliser lorsqu'on fait des projections de retraite. Alors, j'aimerais attirer votre attention ici. Je vais juste mettre mon curseur. Alors, vous voyez ici, si moi j'ai 60 ans et on considère une probabilité de survie de 50%, je pourrais dire qu'il y a la probabilité qu'un des 2 conjoints survive ou atteint l'âge de 94 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai pris ma retraite à 60 ans, je vais 34 ans à la retraite. Imaginez-vous. C'est une longue période. Donc, je dois m'assurer que je vais avoir assez d'argent pour survivre pendant ces 34 ans. Encore là, je dois vous dire que principalement, lorsque les planificateurs financiers ils vont faire des projections de retraite, ils vont privilégier plutôt une approche beaucoup plus prudente. Donc, on va utiliser plutôt la probabilité de 25%. Encore une fois, si j'ai 60 ans, je pourrais dire également ici qu'on va utiliser plutôt la probabilité, il y a 25% de probabilité qu'un des 2 conjoints survit et arrive jusqu'à l'âge de 98 ans. Alors, comme vous voyez, la période est très longue. C'est aussi une des raisons pour laquelle, dans les derniers budgets fédéraux de 2015, on a décidé justement de réduire les pourcentages de retraite du compte FER. Donc, avant, il était 7,38%, maintenant, il est 5,28% lorsque vous atteignez l'âge de 71 ans. Donc, si on continue à regarder ça, les risques, une autre chose très intéressante ici, c'est de se poser la question combien coûtent les dépenses en santé à partir de 65 ans. Vous voyez ici, c'est une graphique basée sur les dépenses nationales en santé de 1975 à 2017. C'est l'Institut canadien d'information sur la santé qui a donné ces informations-là. Moi, j'attire votre attention ici, si je prends encore le curseur, regardez les dépenses à 65 ans et plus encore, regardez comment est-ce que ces dépenses-là, ils augmentent de façon beaucoup plus exponentielle lorsqu'on commence à atteindre l'âge de 75 ans. Alors, ça veut dire qu'il ne faut pas juste penser au fait que oui,
la période de décaissement va être quand même assez longue, donc parler du risque de longévité, mais il faut aussi penser à ça va être quoi l'état de santé, combien ça va augmenter dans mon budget la variable, les soins de santé. Puis moi, j'ai lu un article dernièrement que je trouvais ça extrêmement intéressant parce qu'il faisait la comparaison. D'habitude, on parle vraiment au niveau des statistiques Canada, on va parler beaucoup sur l'espérance de vie à 65 ans. Mais on a eu justement une personne qui a écrit un article très intéressant qui faisait la comparaison plutôt entre l'espérance de vie à 65 ans, mais avec un nouveau indice qui s'appelle l'espérance de vie ajustée sur la santé. Qu'est-ce que c'était intéressant dans cet article-là? C'était de dire qu'un homme de 65 ans, il pouvait s'attendre à vivre en moyenne 19,2 années, mais de ces 19,2 années, il va avoir seulement 4,8 années selon lesquelles il va vivre à peu près en moyenne en moins bonne santé. Donc, j'attire votre attention sur celui-là parce qu'il va falloir vraiment penser, réfléchir, lorsqu'on parle de notre stratégie de décaissement, de tenir compte de la variable de nos dépenses en santé. Ça va être vraiment, vraiment très important de tenir compte également de ça. Alors, si je continue, l'autre risque que je mentionnais tout à l'heure, c'était l'inflation. Alors, ici, je vais attirer votre attention, on va faire un exemple. Alors, imaginez-vous, vous avez 60 ans, puis vous vous dites, moi, j'aimerais avoir 20 000 $ de rente à ma retraite. Donc, dans 25 ans, si ma rente n'est pas indexée, ça veut dire si ma rente ne suit pas, il n'augmente pas selon l'inflation, qu'est-ce qui va arriver? C'est que je vais me retrouver avec une rente équivalente à 12 191 $. Et donc, c'est sûr et certain, si moi je suis habituée à vivre avec un rythme de vie de 20 000 $, malheureusement, à cause de l'inflation, je ne pourrai plus continuer à faire la même épicerie. Je ne pourrai pas continuer vraiment à garder les mêmes rythmes de vie. Donc, c'est très important pour vous. La plupart de vous, vous savez que vos rentes de la RRQ sont indexées. La pension de sécurité de vieillesse également est indexée. On a les suppléments de revenus garantis. Mais lorsque j'ai travaillé beaucoup avec la clientèle, je vous dirais qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui savaient si la rente qu'ils vont recevoir de son fonds de pension, donc c'est-à-dire la rente qui provient de son employeur, elle est indexée ou non. Donc ça, c'est encore une fois une piste de réflexion que je vous amène aujourd'hui pour justement poser ces questions. Renseignez-vous. Est-ce que la rente de mon employeur, quand je vais être à la retraite, est-ce qu'elle est indexée, oui ou non? Parce que vous voyez, il y a vraiment un gros impact justement dans votre pouvoir d'achat. Si on continue, on a parlé également sur les risques des fluctuations du marché. Alors, si on regarde ici cette graphique-là, vous voyez, ça part de 2008 jusqu'à 2019. Puis nous pouvons voir clairement ici, dans cette zone bleu ciel que vous voyez ici, la grosse crise de 2008. Alors, puis aujourd'hui, on vient de vivre la COVID. On sait que les bourses ont plongé. Alors, c'est quoi l'impact de ces fluctuations de marché sur notre stratégie de décaissement? C'est que si je suis justement dans une période de haute volatilité, est-ce que je vais décider plutôt de décaisser beaucoup plus de sommes d'argent? Est-ce que je vais décider de retirer l'argent de mon portefeuille? Donc ici, je vous dirais que le risque principal est vraiment justement de tenir en compte nos émotions, mais de ne pas réagir en fonction de nos émotions. C'est vraiment très important parce que vous voyez, quand la COVID est arrivée, la première vague, la bourse a plongé presque à moins 35%. Donc, les gens qui ont paniqué, les gens qui ont pas décidé de garder un peu la vision long terme, pourquoi est-ce qu'on avait bâti tel portefeuille? Donc, à ce moment-là, on va dire qu'ils ont paniqué, puis ont décidé de retirer l'argent, mais vous voyez par la suite, la bourse, il y a quand même beaucoup récupéré.
Donc, moi, je vous invite vraiment d'aller voir votre conseiller, parler avec votre planificateur financier, puis de réévaluer justement votre portefeuille. Votre portefeuille, il devrait toujours tenir compte de votre profil investisseur. Alors, il est vraiment très, très important. Maintenant, si on parle maintenant, quelles seraient donc les stratégies à considérer lorsque vous êtes en période de décaissement? Alors, je vous dirais, on va parler des 4, parce que pour une question de temps, donc on va parler sur l'ordre de décaissement, la règle du 4%, puis la séparation des portefeuilles, les rapports de prestations de la RRQ, la pension de sécurité vieillesse, puis finalement les stratégies de désimmobilisation au déblocage du crédit. Ceci étant dit, je dois vous dire qu'il y en a beaucoup plus d'autres stratégies de décaissement, mais comme je vous dis, il n'y a pas une stratégie, il n'y a pas une recette magique, il n'y a pas une seule stratégie pour tout le monde. Donc, allons-y voir ça beaucoup plus proche. Alors, plusieurs personnes ils se posent la question, comment savoir de quel compte je dois commencer à retirer l'argent? C'est quoi la première compte? Donc, vous voyez, nous tous, on a généralement des comptes REER, des comptes CELI, des comptes non enregistrés. On peut avoir aussi des comptes de CRI, que c'est des comptes immobilisés. Donc, la question qu'on aimerait se poser, c'est souci de quel compte je retire les premiers. Vous voyez ici, on a fait un exemple dans lequel on a bâti un portefeuille, les mêmes montants, autant dans son compte non enregistré, dans son CELI, dans son REER, 50% actions, 50% revenu fixe. Puis, qu'est-ce qu'on est capable de voir ici? Je vous amène à voir celui-ci. Attendez-moi, je vais vous pointer ça. De toute façon, c'est facile à voir. C'est que lorsqu'on retire en premier les sommes provenant d'un compte non enregistré, par la suite on CELI et en dernier le REER, la durée de notre capital est de 30 ans versus si moi, j'avais commencé plutôt à retirer mon REER en dossier mon CELI puis mon compte non enregistré, vous voyez, on aurait presque perdu 6 ans entre les deux. Alors, encore une fois, il n'y a pas vraiment une recette magique. Mais la théorie, il dit que nous devons privilégier vraiment de commencer par retirer les sommes des comptes non enregistrés. La raison est très simple. C'est parce que justement, le REER, les comptes enregistrés, il va nous permettre justement de reporter l'impôt. Alors, on parle d'une optimisation fiscale et c'est la raison pour laquelle on devrait privilégier de commencer avec de retirer des sommes d'un compte non enregistré. Par la suite, si vous avez une société, une compagnie de gestion, on conseille beaucoup justement de pouvoir commencer à retirer des revenus de la société de gestion, mais des dividendes pour l'actionnaire. Encore une fois, il y a un rapport, c'est-à-dire moins important que celle du REER. Ensuite, ça serait les CELI, que j'ai mentionné tout à l'heure, parce que les CELI, les revenus ne sont pas imposables. Et également, on a par la suite les comptes immobilisés, donc on parle du compte CRI, on parle du compte FRV. Il y a des gens qui pourraient se dire, si je dois rentrer entre une FER puis un compte FRV, donc un compte fonds de revenus viagers, lesquels je devais retirer en premier? Mais moi, je vous dirais, il faut vraiment privilégier plutôt les FRV, donc fonds de revenus viagers. Pourquoi? Parce que dans son compte FRV, les fonds sont, il y a un maximum qu'on peut retirer à chaque année. Donc, il y a des restrictions. L'accès à notre argent n'est pas aussi facile que dans son compte FR. Donc, à ce moment-là, c'est la raison pour laquelle on devrait privilégier plutôt de retirer une FRV plutôt qu'un compte FR. Puis, en dernier, on pourrait parler de retirer les sommes de nos REER. Encore une fois, ce n'est pas une recette magique. Il va dépendre, il va y avoir des exceptions. J'en avais mentionné quelques-unes. Imaginons que vous décidez de laisser un héritage à vos enfants. À ce moment-là, si moi j'ai pris une stratégie comme celui-là dans laquelle je dis je vais laisser plutôt mon REER à la fin, qu'est-ce qui va arriver? C'est que lorsque je vais décéder, vous devez savoir que mon REER, on ne peut pas faire un roulement du REER aux enfants. On peut faire un roulement sans impact d'impôt lorsque je fais un roulement de mon REER vers mon conjoint survivant, mais ça ne marche pas comme ça vers les enfants.
Alors, ça veut dire que mes enfants, ils vont devoir payer de l'impôt. Donc, à cause de cette raison-là, si dans mon stratégie, si dans mes objectifs, je pense que j'aimerais laisser un certain montant pour mes héritiers, peut-être à ce moment-là, je devrais quand même considérer la possibilité d'avoir un peu d'argent non enregistré de côté ou même encore là dans son compte CELI. Ça vous voit? Donc ça serait une des exceptions. On pourrait également ici parler sur des personnes qui ont des faibles revenus. Donc s'il y a des personnes qui ont des faibles revenus, encore une fois, l'effet de retirer l'argent de leur REER ou de son compte enregistré, parce qu'ils ont des faibles revenus, ils vont être dans un taux d'imposition beaucoup plus bas. Donc, à ce moment-là, l'impact de retirer des sommes du REER, ça pourrait aussi être intéressant. Donc, vous voyez, ça, c'est une autre exception également. Finalement, aussi, s'il y a un écart dans les revenus des deux conjointes, à ce moment-là, peut-être ça pourrait être intéressant justement que la personne pour qui les revenus sont beaucoup plus importants, lui ou elle, il pourrait transférer son compte REER dans son FER de façon qui va lui permettre de faire les fractionnements des revenus. Donc, fiscalement parlant, ça va devenir une stratégie plus intéressante encore une fois. Donc, comme je me répète, il n'y a pas vraiment une stratégie qui est faite pour tout le monde pareil. Il faut vraiment parler avec votre planificateur financier, il faut vraiment regarder ça de beaucoup plus proche parce qu'il faut vraiment adapter chaque stratégie à votre réalité. Si je continue, maintenant, une règle de pouce, on pourrait dire, c'est de dire la règle de pouce de retirer 4% pendant qu'on est dans la période de décaissement. Dans ces graphiques ici, qu'est-ce qu'on peut voir? Je vais prendre de nouveau les pointeurs. Donc ici, si je retire 10% de mon portefeuille, vous pourriez voir que dans ces calculs hypothétiques qu'on a fait, la personne qui retire 10% de son portefeuille, il va épuiser son capital à l'âge de 80 ans. Puis là, comme on l'a vu depuis le début, on s'est dit tantôt qu'il y a même la possibilité qu'on vive jusqu'à 98 ans ou 94 ans, tout dépendant de la probabilité de survie qu'on choisit. Alors, c'est sûr et certain, à 80 ans, on va manquer d'argent. Par contre, si on utilise plutôt une stratégie ou la règle des pouces de 4%, vous voyez ici, je suis rendue déjà à 250 000 $, ça veut dire que je n'ai pas épuisé du tout mon capital. Puis, vous voyez, la courbe elle continue vers le haut. Donc, je pourrais considérer que ça pourrait être une bonne stratégie pour moi de retirer seulement 4% de mon portefeuille. Encore une fois, ceci étant dit, qu'est-ce qui se passe si je suis rendue à 90 ans, puis il y a quelqu'un qui me dit « Ah, tu sais, Susi, tu es rendu à 90 ans, puis la règle dit qu'il faut que tu retires 4% par année. » Mais on pourrait penser qu'en retirant 4% de mon portefeuille, bien, il va en avoir encore pour 25 ans. Est-ce que c'est réaliste vraiment d'appliquer cette stratégie-là de 4%? Je vous dirais non. Alors, la règle de 4%, c'est vraiment une règle des pouces, un peu comme la règle d'avoir 70% de nos revenus bruts d'aujourd'hui pour le temps de notre retraite. Vous voyez, ce sont des règles de pouces, des règles, on va dire, empiriques, mais qu'il faut toujours adapter à votre propre réalité. Chacune de nous, on est différent, on est dans une situation familiale différente, alors c'est très important de s'adapter. J'aimerais aussi vous parler ici sur les stratégies de la séparation des portefeuilles. Alors, il y a encore une fois, il y a des gens qui vont prôner une stratégie dans laquelle on devrait séparer nos portefeuilles, donc une partie dans nos portefeuilles avoir des revenus fixes, où on va y aller chercher des liquidités justement pour les 5 premières années de notre retraite, puis une autre partie de notre portefeuille qui va être un peu plus croissance, donc dans laquelle je vais aller chercher la croissance de mon capital. Encore une fois, cette stratégie-là de séparation des portefeuilles n'est pas nécessairement la bonne pour tout le monde. Puis la raison aussi, ça pourrait être très simple. Qu'est-ce qui se passe si moi j'ai mis en place cette stratégie-là, puis justement,
je viens d'épuiser mes liquidités de mes 5 premières années et on tombe sur la COVID, mon portefeuille, les marchés sont à la baisse, puis là, je n'ai pas le choix parce que j'ai épuisé complètement toutes mes liquidités pour mes revenus de retraite. Alors, je vais être obligée à restructurer mon portefeuille à ces moments-là. Mais il n'y a personne qui a la boule magique. Il n'y a personne qui va dire « Hey, ça va être ce moment-là qu'il faut restructurer ». Alors, ici, vraiment, les conseils, c'est que vous devez plutôt travailler avec un portefeuille qui va être adapté à votre profil d'investisseur. Donc, encore une fois, c'est une discussion à avoir avec votre planificateur financier, vos conseillers en placement. Justement, de telle façon qu'on pourrait avoir un portefeuille dans lequel, supposons, on va avoir 40% de revenus fixes, 60% partie croissance. Et si moi, je dois retirer 1 000 $ par année, on va dire ça comme ça, c'est sûr que ce n'est pas tout à fait réaliste, là, mais supposons qu'on dit je dois retirer 1 000 $, on pourrait donc retirer à ce moment-là 400 $ donc, de ma partie croissance, puis 60% de ma partie de revenus fixes. Alors, je me corrige, je pense que je dis à l'envers, c'est 60% revenus fixes, puis 40% actions. Encore une fois, plutôt qu'utiliser un pourcentage fixe de retraite de 4%, je pourrais travailler plus dans une stratégie dans laquelle je vais établir une cadence de retraite. On peut comment, à la place de, quand on est en période d'accumulation, on parle beaucoup justement de la stratégie de l'épargne systématique, mais on va dire que quelque chose de semblable à ça, on pourrait parler de la retraite périodique à ce moment-là, qu'on devrait beaucoup plus privilégier. Encore une autre stratégie, c'est de nous parler, ça serait quoi l'impact vraiment de reporter nos rentes gouvernementales de la RRQ puis de la pension de sécurité de vieillesse. Qu'est-ce que vous voyez ici à l'écran? C'est un calcul qui est apparu justement dans un magazine de la Chambre de sécurité financière en 2016, dans lequel je trouvais fort intéressant parce que ces calculs-là qui ont été faits en 2016, ils sont encore vrais aujourd'hui dans l'année 2020. Alors, voici les calculs. Ici, on est en train de faire les calculs pour une personne qui dit, je vais pointer les... Alors, nous avons une personne de 60 ans, une personne au fin de compte qui aimerait prendre sa retraite, puis qui s'est dit, moi, j'aimerais à la retraite avoir un revenu de 50 000 $. Comme vous voyez ici, dans les cas de la zone bleue, on a décidé de prendre notre régime de retraite de Québec à 60 ans, donc on a fait la demande pour 60 ans, puis la pension de sécurité de vieillesse, on l'a fait à 65 ans. Lorsqu'on fait des calculs pour trouver le montant d'épargne que j'aurais besoin vraiment, qui va me permettre d'aller chercher, d'atteindre cet objectif de retraite, d'avoir 50 000 $ par année, on arrive qu'on devrait épargner 847 237 $. Versus, si maintenant, je décide plutôt de reporter au maximum, donc ma RRQ et ma pension de sécurité vieillesse, je le reporte jusqu'à 70 ans, toujours avec les mêmes objectifs d'aller chercher mon 50 000 $. Vous voyez ici que le montant d'épargne nécessaire, c'est de 792 045. Donc, qu'est-ce qui nous dit cet exemple-là concret? C'est que lorsque je fais le rapport de ma rente de la RRQ puis la pension de sécurité de vieillesse, à fin de compte, les 55 000 $ de différence que je suis en train d'économiser finalement, ils me permettent vraiment de dire que ça vaut la peine justement de reporter le plus longtemps possible mon RRQ puis ma pension de sécurité de vieillesse. Alors, ça c'est un calcul. Est-ce que ça fait pour tous? Encore une fois, ça dépend du cas. Je pourrais avoir rencontré un couple, une famille dans laquelle ce sont des gens qui ont des très faibles revenus, des personnes qui ont même la difficulté justement à vivre à chaque mois. Donc, si on est dans ces situations,
c'est sûr et certain, ça ne serait pas vraiment une très bonne stratégie de reporter la RRQ puis la pension de sécurité vieillesse. Au contraire, c'est nécessaire pour couvrir les besoins de base de cette famille-là, justement de faire la demande de la RRQ puis la pension de sécurité de vieillesse. Alors, comme vous voyez, chaque cas est unique. Alors, il faut vraiment s'ajuster, il faut vraiment aller poser des questions. La beauté de ça, de reporter la RRQ puis la pension de sécurité de vieillesse pour moi, c'est surtout le fait qu'on va s'assurer que les rentes gouvernementales ils vont durer le plus longtemps possible, puis ce sont en plus des rentes qui vont être majorées. Alors, pour moi, comme je vous disais tantôt, avec les risques de longévité, avec les risques que les coûts de dépenses en santé vont augmenter, oui, ça pourrait être intéressant justement d'utiliser cette stratégie-là. Parfait. La dernière sur laquelle je voulais attirer votre attention, c'est la stratégie de désimmobilisation. Alors, vous devez savoir qu'un compte CRI, un compte de régime immobilisé, bien, comme son nom l'indique, l'argent est immobilisé. Alors, nous, on n'a pas accès vraiment à cet argent-là. Au fin de compte, pour aller chercher l'argent dans son compte CRI, il faut vraiment remplir deux conditions. La première, bien sûr, c'est d'avoir 65 ans avec l'année précédente qu'on fait la demande. Puis l'autre chose, c'est que le total des sommes immobilisées accumulées dans votre compte CRI ne doit pas dépasser 40% de MGA. Les MGA, c'est le maximum de gains admissibles de l'année. Et vous devez savoir qu'en 2020, ce montant est de 23 480 $. Alors, comme vous voyez, la principale contrainte ici au niveau du CRI, c'est que l'argent est restreint. Je n'ai pas l'accès. Alors, si moi j'ai l'intention d'aller chercher un peu plus de flexibilité, si j'ai l'intention vraiment de pouvoir avoir accès à cet argent-là, la stratégie, c'est quoi? C'est qu'on pourrait transformer, la première étape, c'est de transformer tout mon compte CRI vers un compte FRV. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, vous devez savoir qu'une fois que l'argent est transféré dans son compte FRV, donc Fonds de revenus viagers, si vous retransférez les comptes FRV dans son compte CRI à nouveau dans la même année, vous n'avez pas besoin vraiment de retirer un montant minimum. Donc, on pourrait profiter de ça de façon qu'on va prendre plutôt les montants maximum la retraite maximum qu'on a les droits selon la loi des régimes complémentaires de retraite, on pourrait retirer un montant maximum du FRV que la loi il nous permet justement de les transférer dans mon REER et les soldes de mon FRV, tout ça, ça se passe dans la même année, je pourrais les transférer dans son nouveau CRI, donc c'est pour ça que j'ai mis ici le CRI numéro 2. Qu'est-ce qui me permet cette stratégie-là? C'est à chaque année de faire exactement la même stratégie. Donc là, maintenant, je suis rendue dans son CRI numéro 2. J'applique la même stratégie l'année suivante. Donc, je transfère mon CRI numéro 2 vers un fonds de revenus numéro 2. Je vais prendre les montants maximum que j'ai les droits et je vais encore une fois les déposer dans mon REER. Puis les soldes de mon FRV numéro 2, je vais les transférer plutôt dans mon CRI numéro 3. Puis je pourrais faire ça comme ça à chaque année, à chaque année, à chaque année. C'est quoi l'avantage de faire ça? Je vais vous donner une. Supposons que moi, je n'ai pas beaucoup d'argent dans mon REER, puis je me dis, hey, j'aimerais vraiment m'acheter une nouvelle maison. Puis j'aimerais profiter du régime d'accès à la propriété. Mais si je n'ai pas de l'argent, si je n'ai pas de l'argent dans mon REER ou très peu, je ne pourrais pas malheureusement appliquer cette stratégie-là. Ou même encore là, si je me dis, hey, j'aimerais vraiment, j'ai beaucoup d'argent dans mon compte CRI, mais je n'ai pas beaucoup d'argent dans mon REER, puis j'aimerais profiter de leur régime d'encouragement pour l'éducation. Donc, je fais une réorientation de carrière, puis je me dis, hey, j'aimerais retourner à l'université, je vais me payer une MBA, bon, je ne sais pas. Donc, à ce moment-là, ça pourrait être très intéressant, justement, de désimmobiliser l'argent qui est ici dans ces comptes CRI, de façon que je vais augmenter l'argent dans mon REER, puis ça va me permettre, justement, de faire ça. Donc, ça, c'est intéressant.
qu'est-ce qui pourrait pas être intéressant pour quelqu'un? C'est supposons que je suis propriétaire d'entreprise, puis là, je me dis, je vais appliquer cette stratégie-là, mais vous devez savoir que si moi, je suis une propriétaire d'entreprise, puis moi, je sais que l'argent qui est dans mon compte immobilisé ici, elle est protégée de mes créanciers. Donc, il y a un critère d'insaisissabilité qui est très, très important. Donc, vous devez savoir qu'à chaque fois que vous désimmobilisez l'argent, donc lorsque je le transfère ici dans mon REER, mais à ce moment-là, l'argent qui est ici, il perd donc son caractéristique d'être insaisissable. Alors, comme vous voyez, chaque situation est particulière. Il faut vraiment tenir compte de toutes ces particularités. Comme il a bien dit Madame Charest, il était vraiment important de faire de bons choix. Puis c'est pour ça que je vous amène toutes ces informations aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas une recette magique pour tout le monde. Donc, en guise de conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait dire? La première chose, c'est qu'il n'y a pas vraiment une seule stratégie de décaissement qui est bonne pour tout le monde. Comme on l'a dit tout à l'heure, depuis le début de la présentation, chaque personne est unique, chaque situation familiale a ses propres caractéristiques. Alors, il est vraiment très, très important vraiment d'adapter ces stratégies-là à votre réalité. La deuxième, c'est vraiment de consulter un planificateur financier parce que c'est lui vraiment qui va vous poser toutes sortes de questions pour bien comprendre vos réalités et de bien vous accompagner et surtout de vous guider dans les processus pour établir c'est quoi la meilleure stratégie de décaissement qui vous convient à vous le mieux. En dernier, moi, je tiens vraiment à vous encourager beaucoup à poser des questions. Posez des questions à votre planificateur financier, posez des questions à votre conseiller en placement, posez des questions parce que pour vous, avant tout, il est très, très important vraiment de bien comprendre c'est quoi les avantages et c'est quoi les désavantages. Dites-vous, il y a toujours deux côtés de la médaille. Donc, plus de questions vous allez poser, mieux vous allez comprendre l'avantage ou le désavantage d'appliquer telle ou telle autre stratégie. Puis, je vous dirais que plus vous posez des questions, mais pour nous, comme planificateurs financiers, mais ça nous fait vraiment un plaisir vraiment de vous guider à travers le processus. Alors voilà, qu'est-ce que je voulais partager avec vous ce matin. Alors, Simon, je te donne la parole pour les questions. Merci beaucoup, Suzy. C'était très intéressant et parfait. Pourrais-tu juste avancer à la prochaine diapo, s'il te plaît? Merci. Alors, donc maintenant que la présentation est terminée, et je vais prendre vos questions et je vais les poser en direct à Suzy, donc elle va pouvoir répondre directement. La première question, Suzy, ça nous provient de, en fait, j'ai plus le nom sous la main, parce que ça avait été envoyé en différentes étapes, mais en gros, c'est concernant une diapositive qui est spécifique, la numéro 7. Je ne sais pas si tu t'en souviens, c'était la diapositive sur le coût des dépenses en santé à partir de 65 ans. Oui. La question, c'est est-ce que cette diapositive inclut seulement les soins de santé et est-ce que le montant est par année? Si tu pouvais élaborer là-dessus un peu, ça serait apprécié. Au fin de compte, les montants qu'on voit dans la diapositive, si je prends l'exemple des 75 ans à 89 ans, c'est vraiment les dépenses nationales de santé accumulées entre 1975 et 2017. Alors, ce n'est pas vraiment par année, c'est vraiment des montants accumulés pendant ces années-là qu'on a mis sur les graphiques. OK. Donc, on pourrait dire que c'est, dans le fond, c'est 24 655 divisé par 14 ans environ, c'est ça? Oui, à peu près. Pour les gens de 75 à 89 à peu près. Donc, on parle de 1761 par année. Oui, à grosso modo. Puis encore là, vous voyez, les graphiques, qu'est-ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils vont attirer notre attention, mais
tout dépend encore une fois de votre situation particulière, de votre... Si vous, déjà, vous avez des problèmes de santé, mais la meilleure façon vraiment de déterminer ces variables des soins en santé, des dépenses en santé, c'est lorsque vous faites votre budget. Alors, lorsque vous faites votre budget, si je fais mon budget en date d'aujourd'hui, je vais connaître très bien déjà, avec mes reçus des pharmacies, mes reçus de toutes sortes de soins que je reçois, que je peux déterminer au moment d'aujourd'hui, c'est quoi mes dépenses en santé. Puis, encore là, au niveau de la santé, très important, n'est-ce pas, bien manger, faire de l'exercice, etc., etc. Tout ça, ce sont des variables importantes. Parfait, merci. Effectivement, c'est un bon point. Le tableau qu'on présente aujourd'hui, ça donne une bonne idée pour quelqu'un qui veut prévoir au niveau des soins de santé, mais faire un budget, là, évidemment, là, ça nous amène à avoir un chiffre qui est beaucoup plus précis. Tout à fait. Alors, j'enchaîne avec la deuxième question. C'est Jean-Sylvain qui nous demande retrait de 4 % avant ou après impôt. Ici, dans l'exercice, dans les calculs qui ont été faits sur les graphiques, c'est vraiment en considérant un taux d'imposition de 40 %. Donc, vous devez vous dire toujours aussi qu'à la fin, qu'est-ce qui est important pour vous, c'est l'argent qui vous reste dans vos poches, vraiment. Donc, lorsqu'on fait vraiment des projections pour retirer 4 %, 6 %, 10 %, à la fin, qu'est-ce qui est important pour vous, c'est de dire quel montant, quand je fais cette retraite-là, qu'est-ce qu'il me reste à moi dans mes poches? Parce que donc, le 4 % est net, Suzy, c'est ce que tu dis? Dans l'exemple ici, on avait considéré un taux d'imposition de 40 %. Donc, oui. OK, parfait. Merci. La prochaine question, nous provient de Paul. Donc, si on a un régime à prestations déterminées, la règle des retraits s'applique comment? Ici, Paul ne mentionne pas nécessairement si l'argent du régime à prestations déterminées a été transféré dans un CRI, qui a ensuite été transféré dans un FRV, ou si la personne reçoit la rente directement là, du fonds de pension à prestations déterminées. Mais si tu vas peut-être élaborer un peu rapidement là-dessus, ça serait peut-être apprécié là, pour Paul. Bon, peut-être juste mettre un peu la différence entre un régime à prestations déterminées versus un régime à cotisation déterminée. Vous devez savoir que dans son régime à prestations déterminées, comme son nom l'indique, on connaît déjà un peu à l'avance ça va être quoi notre prestation. Alors, on connaît ça va être quoi notre rente lorsqu'on va se rendre à 65 ans. Qu'est-ce que c'est vraiment important avant tout, comme je disais tantôt, c'est de poser la question et bien regarder vos relevés, à savoir si ces rentes étaient indexées ou non. Donc, ça, c'est très important. Puis, comme Simon, il le disait tout à l'heure, si moi, pour X raison, je perds mon emploi et mon employeur, il m'offre une prestation déterminée, je vais pouvoir transférer cela dans un compte écrit, qu'est-ce qu'on parlait tout à l'heure. Mais effectivement, encore une fois, il faut faire il faut encore une fois réfléchir. Est-ce que c'est toujours bon vraiment de retirer l'argent de cette fonds de prestations déterminées vers un compte écrit? Vous devez vous poser des questions parce que, encore une fois, il n'y a pas une seule réponse. Il faut vraiment se poser la question et de faire des calculs. Il y en a autant une analyse quantitative comme une analyse qualitative. Parce que si l'argent il reste encore dans mon fonds de pension, donc même si j'ai perdu mon emploi, puis c'est encore mon ancien employeur qui va gérer cet argent-là, je pourrais vous dire que quand on fait des calculs quantitatifs, de dire, ben, la rente que mon employeur il va me donner, quand je vais avoir 65 ans, il est encore important versus que moi, je prends cet argent-là, je le transfère dans son CRI, dans son institution financière, puis à la fin des comptes, tout dépendant des rendements de portefeuille, etc., je n'arrive pas nécessairement à un montant équivalent par rapport à la rente. Donc ça serait un peu l'analyse quantitative à faire. Il y a également une analyse qualitative à faire. Pourquoi? Parce que si, encore une fois, je laisse l'argent géré par mon ancien employeur, puis je sais que je vais attendre cette rente-là, je sais que ce montant-là, il va être fixe. Je vais avoir ça à l'âge de 65 ans, puis je n'aurai pas accès à cet argent-là. Versus si je prends ce montant-là et je les transfère dans son CRI, dans son institution financière, mais à ce moment-là,
comme on l'a mentionné tout à l'heure, dans ces CRI-là, je peux quand même, en démobilisant les CRI, je vais quand même avoir accès à mon argent. Donc, vous voyez, il y a une analyse quantitative puis une analyse qualitative, encore une fois, dépendant de votre situation. Parfait. Merci beaucoup, Suzy. La prochaine question, c'est spécifique à la diapo numéro 13. En fait, on pourrait peut-être la mettre à l'écran en même temps là, pour que les gens puissent suivre. OK. C'est plusieurs petites questions qui sont reliées à cette diapo. Puis, je vais te demander de garder les réponses brèves si possible parce qu'il y a d'autres questions que j'ai ensuite. OK, celui-là? Oui, c'est celle-là. Donc, la question provient de Claudine. Donc, sur ce tableau, est basé sur la longévité de combien de temps? Le tableau est basé sur une longévité de combien de temps? Mais ici, qu'est-ce qu'on dit ici? C'est une personne qui a 60 ans. Donc, la personne a 60 ans. On décide ici de prendre vraiment de pas faire aucun rapport pour la RRQ à 60 ans. Exact. Mais je pense que quand elle parle de longévité, je pense qu'elle parle d'âge de décès. Est-ce qu'on peut dire que c'est selon les hypothèses de l'EQPF? Oui, exactement. En fin de compte, le calcul est fait à 91 ans. OK, parfait. 91 ans. Ensuite, la prochaine question qui est reliée à ça ici, c'est en fait, la façon que c'est posé, ce n'est pas nécessairement une question, mais je pense que c'en est une. Juste de l'élaborer sur le fait. Plusieurs analyses indiquent que 67 ans est le chiffre magique pour la RRQ et la PSV. As-tu un commentaire à faire là-dessus? Écoutez, dans la RRQ, vous devez savoir, ici, là, on a fait un calcul en considérant les montants maximum des RRQ puis des pensions de sécurité vieillesse. Mais vous devez savoir que ce n'est pas tout le monde qui se rend vraiment à les montants maximum de rate. Juste dans la RRQ, il faut tenir compte de la période de cotisation. Donc, des périodes de la cotisation, il faut tenir compte également des revenus que vous faites. Alors, encore une fois, j'ai lu plusieurs documents différents. Il y en a quelques-uns qui disent plus 68. Honnêtement, moi, j'aurais beaucoup la difficulté de dire hey, voici, c'est 67 ou c'est 68 l'âge magique. Parce que, comme je me répète, chaque cas est unique. Parfait. Merci. Effectivement, chaque cas est unique. Mais je pense qu'on peut dire qu'en général, l'âge optimal, c'est de plus en plus dans les alentours de 67-68, comme tu dis. Mais c'est important de consulter un planificateur financier pour avoir quelque chose de plus précis. Tout à fait. J'ai plusieurs questions par rapport au CRI. Donc, ça, c'est la diapo numéro 14. Est-ce que... juste de préciser par rapport à débloquer un CRI de 50 là, qui est un CRI de législation fédérale, quelqu'un me demande, en fait c'est Claudine, est-ce que c'est disponible qu'une seule fois? Quand c'est une législation fédérale, j'essaie de me rappeler exactement si effectivement il nous permet de faire ça une seule fois. De mémoire, je pense que oui. Honnêtement, j'ai plus la en fait, je peux le confirmer ici, c'est vraiment qu'une seule fois. Exact. Oui. OK. Ensuite, une autre question qui nous provient de Joanne, toujours sur le sujet des CRI. Pouvez-vous expliquer qu'est-ce qu'un compte de régime immobilisé, CRI, et qu'est-ce qu'un fonds de revenus viagers? Donc, je pense que la question de Joanne, c'est quoi la différence entre les deux, entre un CRI et un FRV? OK. Honnêtement, pour faire une image, parce que je pense qu'une image est beaucoup plus simple, tout le monde connaît les REER, puis tout le monde connaît les FER, n'est-ce pas? Donc, vous savez que vous avez une REER dans laquelle vous accumulez l'argent pour la retraite, puis à l'âge de 71 ans, vous êtes obligé de transférer toutes vos REER dans son compte FER. Les CRI puis les FRV, si on fait les parallèles par rapport au REER puis FER, c'est pas mal dans la même ligne, dans la même image. Donc, les CRI, au fin des comptes, c'est l'argent qui va provenir d'un fonds de pension d'un ancien employeur, exemple. Vous avez perdu votre emploi, puis pendant que vous travaillez avec cet employeur-là, bon, vous avez accumulé certains montants, donc ça devient votre fonds de pension. Puis supposons que vous perdez votre emploi, puis vous avez toujours le choix soit de les laisser avec cet ancien employeur, donc qui soit continue à être géré, ou
on vous donne aussi les choix justement de prendre votre fonds de pension, puis les retirer de là, puis les déposer plutôt dans une institution financière. Mais l'institution financière, à ce moment-là, il va ouvrir justement un compte de retraite immobilisé. Puis pourquoi est-ce que c'est immobilisé? Parce que justement, c'est un argent qui va servir seulement pour le moment que vous prenez votre retraite. Alors, c'est ça les comptes de retraite immobilisés. Puis de la même façon que le REER, il doit être transféré dans son fer à l'âge de 71 ans, c'est la même chose par rapport au CRI et FRV, c'est que le CRI va être transformé dans son fonds de revenus viagers dans lequel on va commencer à puiser de l'argent à l'âge de 71 ans également. Je ne sais pas si ça répond à peu près à la question, mais... Je pense que oui, je pense que oui. Si jamais vous voulez avoir plus d'informations, on vous invite évidemment à contacter un planificateur financier là, qui pourra aller plus en détail là, sur votre situation. Une prochaine question, on va en prendre deux autres parce qu'il y en a quand même plusieurs. Par rapport à la diapo numéro 12, Suzy, Sylvain nous demande quel taux de rendement est utilisé? OK, ici, dans celui-là, vous voyez, ici, on a considéré une portefeuille de 100 000 $ qui est investi 25% en actions canadiennes, 30% en actions américaines, puis des dividendes, puis des revenus fixes. Puis, j'essaie de voir exactement, attendez-moi une petite seconde pour trouver les portefeuilles exactement ici. C'est ça, donc c'est un portefeuille 40% en actions, 60% en revenus fixes. Non, je m'excuse. J'ai dit ça tantôt. Donc, c'est un compte de 100 000 $ investi dans son portefeuille d'actions canadiennes 25%, d'actions canadiennes 30%, puis des titres à revenus fixes 45%, au taux de retraite ajusté selon l'inflation de chacune des années. Donc, c'est ça qui est les calculs. Donc, si je comprends bien, on n'a pas le rendement précis, mais on peut dire que c'est selon cette allocation d'actifs-là, en utilisant les hypothèses de rendement de projection de l'IQPF. Tout à fait, oui. Okay. Qui sont disponibles là, dans les outils. OK. D'ailleurs, j'avais une question par rapport à ça. Quel genre d'outils qu'on peut avoir pour faire des projections? Eh bien, si vous allez sur le site de l'IQPF, l'IQPF.org, et vous allez dans la section outils, vous pouvez trouver les hypothèses de projection de l'IQPF. Ici, j'ai une question par rapport à comment trouver un bon planificateur financier. Ça, je vais y arriver tantôt. Mais on va prendre une dernière question, Suzy. Ensuite, on va avancer parce qu'il y a beaucoup de questions. Il y en a beaucoup par rapport au CRI et au FRV. Mais par contre, on manque un peu de temps et dans le but de respecter le temps que tout le monde nous a alloué aujourd'hui, on va devoir avancer malheureusement. Ici, j'en ai une. J'en avais une bonne ici que je cherche. Là. Attendez un instant. OK. La question provient de Marie. Lors de la désimmobilisation que l'on passe du CRI 1 vers le FRV 1, pour le remettre en CRI 2, est-ce qu'il faut le faire dans la même année? Oui, la réponse est oui. La réponse est oui parce que c'est justement ça qui va nous permettre justement, si on fait ça dans la même année, c'est ça qui va nous permettre justement de pouvoir transférer ici dans mon REER les montants maximum. Parce que les minimums, lorsqu'on les fait, lorsqu'on transfère les FRV numéro 1 vers les CRI numéro 2, si on les fait dans la même année, on n'a pas de montant minimum à retirer. Donc, à la fin, la beauté de ça, c'est que je vais avoir donc tout mon montant maximum ici à pouvoir transférer dans mon REER. Parfait. Je vais te demander aussi d'arrêter ton partage et moi, je vais partager dans mon... Mais merci beaucoup. Mais merci d'avoir répondu aux questions. C'est très intéressant. Alors, bon, moi, je vais revenir ici. Donc, maintenant, pour la dernière partie de la présentation. Alors, pourquoi choisir un planificateur financier? Eh bien, la meilleure réponse que je peux vous donner, c'est que le fait que le planificateur financier
a des connaissances dans 7 domaines d'intervention qui sont, si je les nomme rapidement, là, les aspects légaux, l'assurance et la gestion de risque, la finance, la fiscalité, les placements, la retraite et la succession. Eh bien, le fait que le planificateur financier a des connaissances dans les 7 champs d'intervention, eh bien, il y a la possibilité d'utiliser l'intégration comme stratégie. Donc, ce que ça veut dire, l'intégration, c'est que le planificateur financier va pouvoir faire un survol de la situation complète du client, donc de faire l'intégration des différents domaines. Ce que ça veut dire, c'est qu'au lieu d'arriver avec une stratégie qui va être bonne pour solutionner un problème pour un domaine d'intervention, bien, il va pouvoir qui va pouvoir potentiellement avoir un impact négatif sur une autre situation. Eh bien, en faisant l'intégration des différents domaines, on va pouvoir trouver une stratégie qui est bonne pour régler le problème et qui va aussi avoir un impact positif sur les autres domaines d'intervention en planification financière. Et évidemment, tous les planificateurs financiers suivent un code strict en déontologie qui a été mis de l'avant par les QPF. Alors, peut-être que vous posez la question maintenant, comment est-ce que je peux trouver un bon planificateur financier? Et d'ailleurs, c'est une des questions que j'ai reçues là, durant la présentation de Sucy. Eh bien, je vous invite à aller sur le site eqpf.org, sur lequel il y a un répertoire de tous les planificateurs financiers qui sont disponibles au Québec. Et c'est un répertoire qui est mis à jour de façon hebdomadaire. Donc, aussitôt qu'il y a un nouveau planificateur financier qui se met à pratiquer, son nom est ajouté rapidement et aussitôt que quelqu'un arrête de pratiquer, le nom est aussi enlevé très rapidement. Donc, je répète le site, c'est eqpf.org pour avoir cette information-là. Je vous remercie d'avoir participé aujourd'hui. Le prochain webinaire, si ça vous intéresse, va avoir lieu le 13 octobre. Le sujet est il est mis de l'avant pour les travailleurs autonomes surtout et les propriétaires d'entreprises. C'est comment faire les comptes quand on est à son compte. C'est présenté par Hugo Lehoux. Ça va avoir lieu le 13 octobre de 10h à 11h, donc même heure qu'aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent aujourd'hui. C'est très intéressant de vous avoir. Et je vous invite encore une fois à aller sur la page Facebook de l'EQPF pour avoir accès à la présentation qu'on a faite aujourd'hui. Si jamais vous voulez la revoir ou si jamais vous voulez la partager. Alors, je vous souhaite une très belle fin de journée et à la prochaine. Bye.